Les verbomoteurs. Bonjour et bienvenue à votre émission qui jette un regard chrétien sur l'actualité de la semaine. Ici Simon Lessard en compagnie de mes trois chroniqueurs cette semaine de l'équipe du magazine Le Verbe. Antoine Malenfant, bonjour. Bonjour Simon. Benjamin Boivin. Salut Simon. Et Ariane Bourferré. Salut Simon. Antoine, le magazine Le Verbe, nouvelle édition, comment on dit ça déjà? Nouvel arrivage. Nouvel arrivage. Nouvelle mouture. Avec nul autre qu'Éric Emmanuel Schmitt en couverture quand même. Ah ouais, c'est une belle prise, hein, parlant de poisson. On est très heureux de l'avoir en entrevue. Brigitte Bédard qui a fait cet entretien-là, un très très beau texte. Éric Emmanuel Schmitt, on savait qu'il était croyant, mais là il va très loin dans des déclarations choc, alors manquez pas ça. Il y a un très beau reportage de James Langlois et Maxime Boisvert qui sont allés à Anticosti voir comment est la vie là-bas. Et un dernier morceau par Sarah-Christine Bourriane. Elle nous livre le témoignage de Betty et Michael. Un couple vraiment intéressant à découvrir. Et je le mentionne, Sarah-Christine Bourriane, vous avez l'occasion de la lire dans Le Verbe. C'est une star internationale. Ah oui, comment ça? Elle a gagné un prix, le prix Jacques Hamel, qui est un prix qui est décerné depuis quelques années en France pour des articles, des productions de presse là, qui font la promotion de la paix. Et Sarah-Christine est en compétition contre des dizaines d'articles de partout dans le monde et a remporté la palme. On mettra son article en lien dans les commentaires de l'épisode d'aujourd'hui et on peut toujours s'abonner gratuitement au magazine Le Verbe sur leverbe.com. C'est bien ça? C'est une très bonne idée. Merci Antoine. Alors, durant la prochaine demi-heure, nous parlerons de la persécution croissante des chrétiens au Nicaragua ensemble. Pourquoi ce pays est-il devenu anti-chrétien? Nous reviendrons aussi sur l'état des soins palliatifs au Canada. Meurt-on mieux au Canada qu'ailleurs? Mais tout d'abord, on commence cette émission avec Benjamin Boivin qui, comme plusieurs d'entre nous, s'est demandé pourquoi Donald Trump est encore si populaire. Benjamin Boivin, le 15 janvier dernier, Donald Trump a facilement remporté avec 51% des voix la première primaire républicaine en Iowa, le plaçant grand favori pour affronter Joe Biden aux prochaines élections présidentielles américaines. Benjamin, est-ce que la primaire est gagnée d'avance pour Trump? Ben, c'est certain que Trump, depuis plusieurs années maintenant, est jugé dans une posture favorable dans la course presque immédiatement après sa défaite qu'il a refusé de reconnaître en 2020. M. Trump a indiqué que son intention était de poursuivre son entreprise politique. Il a fait des rallyes à plusieurs reprises depuis. Il a lancé sa campagne il y a déjà un bon moment maintenant. Il n'y a jamais vraiment eu de doute sur son intention de poursuivre. Et il n'y a jamais vraiment eu de doute non plus sur sa popularité dans l'électorat républicain qui demeure très importante. Donc, on sait, par exemple, dans ce contexte-ci, qu'il y a eu une primaire qui est commencée. Là. Il y a eu le caucus de l'Iowa. Il y en aura plusieurs autres dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Mais depuis plusieurs mois maintenant, en fait, il y a une série de débats qui ont eu lieu. Il y a plusieurs candidats qui se sont présentés pour essayer... Donald Trump participe à aucun de ces débats. Exact. Il y a plusieurs débats qui ont eu lieu et des candidats qui cherchent à le remplacer pour le devenir le porte-étendard du Parti républicain. Mais pourtant, M. Trump, qui, comme tu le dis, ne participe pas au débat, il demeure vraiment beaucoup plus populaire que tous ses adversaires, loin devant Ron DeSantis, gouverneur de la Floride, et Nikki Haley, ancienne ambassadrice des États-Unis à l'ONU. Qui ont fait respectivement en Iowa 21% et 19% des voix. Puis le quatrième, c'était Vivek Ramaswamy, désolé de la prononciation, qui avait 7% et qui s'est retiré de la course. Oui, et dont les électeurs vont pour la plupart probablement se ranger derrière M. Trump parce que les deux avaient un discours assez similaire, une attitude assez similaire également. Le fait qu'il ne participe pas au débat, Benjamin, et qui, malgré tout, récolte quand même la faveur là, des républicains, est-ce que ça comme un symptôme ou ça nous révélerait que c'est plus sa figure que ses idées qui concourt à sa popularité? Ben, probablement que... Je dirais plus sa chevelure que sa figure. Ben, je pense que depuis le début, Trump est un leader charismatique. Vraiment, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. C'est pas un leader qui cherche à imposer son autorité d'une manière bureaucratique ou légale, ni par sa légitimité. Ses idées, il y a quand même le flair là, pour aller susciter l'approbation de l'électorat en disant des choses qui, selon lui, vont être populaires. Ça l'a bien fonctionné depuis. Ça l'a même amené à changer
le profil idéologique, le visage du Parti républicain de manière significative, et ça se voit même dans les candidats qui ne sont pas Trump et qui se présentent pour chercher à lui succéder. Mais je pense que son refus de participer au débat, il est lié au fait que, selon lui, il n'y a rien à gagner, en fait, à y aller, parce qu'il est déjà dans une posture très favorable. S'il va dans un débat, il risque tout ce qui peut arriver, c'est faire des gaffes, c'est ça. Puis ici, il se montre dominateur. C'est une attitude que Trump aime adopter. Là, il se met dans une posture de domination. Il n'est pas inféodé aux pratiques démocratiques habituelles, aux standards démocratiques qu'on connaît, aux pratiques, même aux exigences des partis politiques. Lui, il fait son opération politique en dehors des cadres, et c'est ce qui lui permet de continuer à dire, après près d'une décennie en politique, 4 années comme président, que lui n'est pas un politicien, alors que ceux qui se présentent pour essayer d'avoir sa place, eux seraient des politiciens véreux, des membres de l'establishment. Benjamin, Donald Trump est encore très populaire. Ça peut nous étonner parfois ici au Canada. À quoi ressemble l'électeur classique républicain aux États-Unis? Le stéréotype que j'ai, là, c'est que c'est un homme blanc, chrétien, conservateur, qui a une tendance à être très individualiste et centré sur l'argent. Est-ce que c'est vrai? Oui, il y a quelques autres caractéristiques qui sont souvent relevées, là, notamment un faible niveau d'éducation, donc généralement des électeurs qui n'ont pas été au collège ou à l'université. Il y a l'aspect du ressentiment lié à la désindustrialisation, donc on parle des classes populaires, des milieux ouvriers. Ça, c'est une partie de l'électorat de Trump qui est très important. C'est une partie de l'électorat républicain depuis plusieurs années maintenant. Cet électorat-là qui était avant davantage réparti entre les démocrates et les républicains. Il n'y a quand même pas juste des hommes et des blancs qui votent pour Donald Trump. Mais non, évidemment, il y a toutes sortes de gens qui votent pour Donald Trump. Et une chose qui est une vérité peut-être inconfortable ou difficile à accepter pour plusieurs, je crois, dans le milieu médiatique et dans le monde politique et, disons, plus progressiste aux États-Unis, c'est qu'il y a toute une partie de l'électorat issu de la diversité qui, en fait, est assez attaché à Trump. Il y a une proportion non négligeable d'Afro-Américains qui votent pour Trump, beaucoup plus importante que pour des candidats républicains dans les cycles électoraux précédents. Également, Trump est assez populaire dans le monde hispanique. Là, donc, on imagine qu'en cause de la position de Trump sur la migration... Il a dit vouloir refermer complètement la frontière avec le Mexique. Et également, son discours qui est ouvertement xénophobe, là, assez clairement à l'égard, en particulier, des Latino-Américains. Pourtant, il y a toute une partie de l'électorat latino-américain qui, pour diverses raisons qu'on pourrait chercher à comprendre, est en fait assez attiré par ces propositions. Si bien que même en 2020, lors des dernières élections, il y a plusieurs comtés à majorité latino-américaine, notamment en Floride, qui ont donné des scores excellents à Trump. Donc, le portrait qu'on se fait, il est tout à fait incomplet. Puis comme tu dis, c'est presque impossible, en fait, de gagner une élection juste avec ces gens-là. Rapidement, en terminant, si Donald Trump, de fait, remporte la chefferie de son parti, est-ce que, selon toi, il est le candidat qui a le plus de chances de battre Joe Biden? Bien, actuellement, il est dans une posture assez favorable dans les sondages, mais il faut comprendre qu'il y a quand même plusieurs moyens termes entre maintenant et l'élection. Là. M. Trump fait l'objet de plusieurs procédures judiciaires qui sont intentées contre lui. C'est vraiment une situation sans précédent. Il pourrait se retrouver dans une situation où il est légalement empêché de faire campagne. Et là, ce serait intéressant. Le deuxième choix pourrait devenir le premier, Exactement. Le premier choix des républicains. Donc, on est finalement un peu dans une situation, comme on l'a vu dans les débats et comme on continue de le voir, où ce qui est vraiment important, c'est de savoir qui va arriver deuxième, qui va réussir à aller chercher la faveur de l'électorat républicain chez ceux qui ne sont pas entièrement vendus à M. Trump, ou du moins ceux qui vont réussir à convaincre l'establishment du Parti républicain, qui n'a pas beaucoup de pouvoir, on le voit bien, mais qui quand même, dans une situation extrême comme celle-là, où M. Trump serait exclu du processus tardivement, serait probablement appelé à prendre une décision. On reparlera certainement des élections américaines dans les prochaines semaines, mois. Benjamin Boivin, chef de pupitre au magazine Le Verbe, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ariane Beauferré, la Société canadienne du cancer vient de publier une analyse des soins palliatifs au Canada. Ariane, je me demandais, est-ce que d'abord tu peux nous résumer les conclusions de ce rapport, puis est-ce qu'on peut dire qu'au Canada, on meurt mieux que dans d'autres pays? Alors, c'est un rapport qui a été produit, comme tu l'as dit, par la Société canadienne du cancer. Pourquoi est-ce qu'eux se sont intéressés particulièrement à ça? Évidemment, il y a beaucoup de personnes qui tombent en fin de vie, finalement, pour une durée plus ou moins longue à partir du moment où ils développent un cancer. Donc, ça les intéressait beaucoup, mais ils se sont intéressés aussi à d'autres types de maladies pour lesquelles on doit avoir des soins palliatifs. Et ils voulaient savoir comment est-ce qu'on peut améliorer l'accessibilité et surtout l'accessibilité tôt.
parce qu'il y a une vision des soins palliatifs qui est beaucoup, c'est dans le dernier mois de la vie, dans les dernières semaines, alors que pas du tout. Des fois, les soins palliatifs, ça dure plusieurs années parce qu'on peut être en fin de vie longtemps, en fait, finalement. C'est des soins de confort aussi. Des soins de confort pour limiter la douleur, pour limiter des inconforts, pour pouvoir rester même à domicile plus longtemps parfois, sans être dans un milieu hospitalier. C'est assez divers. Donc il y a plusieurs conclusions. Moi, j'en ai noté 3 principales. C'est qu'au Canada, on n'a pas encore une capacité de fournir systématiquement des soins en dehors de l'hôpital. Ça, c'est problématique parce que ça reste... Par exemple, à la maison ou dans des centres... À la maison ou dans des centres communautaires. Des maisons de soins palliatifs. Des maisons de soins palliatifs, c'est pas du tout accessible. Et il y a des grandes disparités régionales aussi. Des populations qui n'y ont pas accès, des itinérants, des autochtones. À partir du moment où on s'éloigne des grands centres, ça devient beaucoup plus compliqué. Et donc finalement, on se retrouve dans le milieu hospitalier qui n'est pas toujours adapté, qui n'a pas forcément beaucoup de lits ou pas beaucoup de soignants qui sont formés adéquatement pour accompagner les personnes en fin de vie ou qui ont besoin de soins palliatifs finalement. Ça, c'est la première grande conclusion, si on peut dire. Et par ailleurs, pour le Québec, il notait qu'il n'y avait pas d'orientation concrète. On a un nouveau plan pour améliorer les soins palliatifs 2020-2025, je pense, 2022, je ne me rappelle plus. Mais pour certains cas, il y a des choses concrètes. Pour d'autres, ça reste des vœux pieux. On voudrait améliorer l'accès, mais finalement, on n'a pas déterminé de financement, on n'a pas déterminé de formation, il n'y a pas de campagne de sensibilisation qui est prévue. C'est quand même problématique. On dit ça serait bien, mais finalement, on ne fait rien derrière pour le moment. À voir si ça va aller mieux par la suite. Antoine? J'ai un très bon souvenir, j'ai un souvenir très net il y a quelques années, alors qu'il y avait des tractations, en tout cas, il y avait des projets de loi pour l'aide médicale à mourir. Le gouvernement promettait, là, c'était Véronique Yvon qui était au PQ à l'époque, oui, on va faire ça d'un côté, mais aussi d'un autre, on va soutenir les soins palliatifs, on va investir massivement pour que ça soit accessible à tous. Alors, l'idée, c'était que les gens ne soient pas contraints là, à prendre l'aide médicale à mourir parce qu'ils vont avoir un vrai choix entre l'aide médicale à mourir ou des soins palliatifs de qualité. Est-ce qu'on en est là, Ariane? Alors, pas tout à fait. Non, je ne dirais pas qu'il y a un recul des soins palliatifs. On n'est pas rendu là. Il y a toujours une amélioration constante. Mais par exemple, au Québec, on a 3,88 lits par 100 000 habitants. Est-ce que c'est beaucoup? On estime, et c'est difficile à estimer, mais on estime qu'il en faudrait au moins 7 lits par 100 000 habitants. Oui, à peu près. Ici, on se compare aux autres pays. Est-ce que le Canada fait bien? C'est pas si mal. Il y a une grande étude internationale sur 80 pays où on arrive au Canada 22e. Le problème, c'est que c'est toutes les provinces confondues. Colombie-Britannique sont excellents. Ils ont plus de 7 lits par 100 000 habitants. En Ontario, il y a beaucoup plus, quasiment le double de maisons de soins palliatifs qu'au Québec. Donc, on est 22e, mais ça dépend où, encore une fois. Si vous vivez à Toronto ou si vous vivez sur la Côte-Nord, c'est pas du tout la même réalité. Et 22e pour un pays du G7, c'est quand même pas un exploit. C'est pas un exploit, non. Je ne me rappelle plus exactement de la liste des pays qui sont devant nous. C'est certain qu'on peut mieux faire. Il y a une autre conclusion, et on parle des nombres de lits, mais il y a aussi cette confusion constante sur les bienfaits des soins palliatifs tout au long de la maladie, en fait. C'est vraiment, on est dans une sorte d'idée que c'est soit l'aide médicale à mourir, soit je vais souffrir, on va mal s'occuper de moi et j'aurai peut-être pas accès aux soins. C'est vraiment... Et donc finalement, on pousse un petit peu les gens à aller vers l'aide médicale à mourir et cette idée de mourir dans la dignité aussi qui est restée depuis la campagne de 2015. Et la Société canadienne du cancer proposait de faire une campagne nationale de sensibilisation auprès de la société, mais aussi des soignants, pour dire déjà différencier vraiment les soins palliatifs de l'aide médicale à mourir, et aussi proposer plus facilement de la formation continue pour les soignants. Parce que c'est problématique. On a parfois des médecins de famille qui aimeraient s'investir plus là-dedans, mais il n'y a pas toujours de la formation qui est disponible. Je me demande s'il n'y a pas un enjeu aussi rhétorique, c'est-à-dire à partir du moment qu'on a appelé au Québec l'euthanasie, aide médicale à mourir et même mourir dans la dignité. Oui. Est-ce que les gens disent moi je veux mourir dans la dignité, donc plutôt que de dire misons sur les soins palliatifs, demandons plus de soins palliatifs, on demande davantage d'accès à l'euthanasie. C'est un peu ça. Je pense que c'est l'une des raisons. Je pense qu'il y a aussi des raisons sociales qui sont plus profondes, qui sont des peurs qu'on partage, la perte d'autonomie, qui sont aussi
la peur d'être un poids pour les autres, beaucoup. Ça, c'est ce qu'on retrouve beaucoup dans les témoignages de gens qui demandent l'aide médicale à mourir. De ne pas mourir dans la souffrance, de ne pas être un poids pour les autres, de pouvoir mourir entouré de ses proches. Mais en fait, tout ça, c'est possible avec les soins palliatifs aussi. On n'est pas obligé de précipiter la mort, absolument. Pourtant, au Québec, on est les leaders mondiaux des demandes d'euthanasie. Effectivement. On a 7% des décès qui sont par euthanasie. Donc, très rapidement... Et c'est en constante augmentation chaque année. Quand on est les leaders mondiaux, on est devant la Belgique, devant les Pays-Bas, devant... C'est pas un palmarès glorieux. Non, pas du tout, pas du tout. Alors que ça fait pas si longtemps non plus qu'on a l'aide médicale à mourir. Et ça pose question. Il va y avoir une commission d'enquête pour essayer de mieux comprendre pourquoi. L'absence de soins palliatifs de qualité, ça l'explique un petit peu, mais pas de façon suffisante. Il faut dire que depuis plusieurs années, on est toujours dans le top aussi des leaders mondiaux du suicide. Il y a peut-être un lien entre les deux. C'est possible, oui. C'est toujours cette idée, je pense, de dignité perdue finalement au final. Ariane Beauferré, journaliste au magazine Le Verbe, merci beaucoup pour cette analyse. Antoine Malenfant, le gouvernement du Nicaragua a procédé plus tôt cette semaine à l'extradition vers Rome d'une quinzaine de membres du clergé. Les relations semblent assez tendues entre le Vatican et le président Daniel Ortega, c'est le moins qu'on puisse dire. Là. J'ai vu des échanges rhétoriques des deux côtés. Le pape François qui a parlé de président déséquilibré, de dictature grossière, et le gouvernement du Nicaragua qui a parlé des prêtres comme des faux représentants de Dieu et même des suppôts de Satan. Alors, qu'est-ce qui se passe là au Nicaragua? Parce que c'est quand même un pays où plus de la moitié sont catholiques. Comment ça se fait que ce conflit très intense? Et pour que le pape soulève un doute sur la santé mentale d'un dirigeant politique, là, faut... Ça fait un peu 19e, pareil, comme relation entre l'Église puis... Ça n'a peut-être pas aidé, ces échanges de paroles. Non, en fait, moi, je dirais plutôt que ça témoigne de la gravité de la situation parce que le Vatican a vraiment tout tenté là, dans cette histoire-là. Ils sont reconnus pour être très diplomates. Oui, c'est une de leurs forces. La diplomatie vaticane est très prudente, très, très prudente. A fini même par sortir ses diplomates. L'annonciature à Managua est fermée. Alors, tout ça, c'est ça, témoigne et symptomatique là, d'une crise profonde entre l'Église et l'État au Nicaragua. Il faut dire que Daniel Ortega est arrivé au pouvoir en 2006. C'est un ex-sandiniste. Hein. Il y a comme deux grands groupes politiques là, au Nicaragua. Pour faire vite, il y a la droite, la gauche, là, pour résumer grossièrement. Mais les sandinistes, c'était les guérillas de gauche. Et Ortega était un de ces leaders-là, hein, marxiste. Traditionnellement, par contre, la gauche est souvent plus opposée en Amérique latine à l'Église. Est-ce que je me trompe? C'est plus complexe que ça parce qu'il y a une bonne partie des croyants et même du clergé là, qui adhéraient à la théologie de la libération au Nicaragua. Donc, tout ça est assez mélangé. Mais bref, en 2006, quand il arrive au pouvoir, Ortega, pour un deuxième mandat, il avait été élu déjà dans le passé, là, dans les années 90, si ma mémoire est bonne. Il arrive au pouvoir en 2006 et il tend la main à peu près tout le monde. Il fait preuve de très bonne foi, même un vice-président ou un proche allié là, qui est de l'autre faction, les somozistes, et tend la main à l'Église catholique. J'ai même lu qu'il était contre l'avortement, ce qu'on pourrait penser plaît à l'Église. Ben ouais, c'est ça. Alors, il y a eu des réformes sociales en ce sens-là, plutôt conservatrices là, aux yeux de certains. Et là, ça semble être quelque chose de démocratique. Et là, les mandats avancent, commencent par jouer dans la Constitution, demander un troisième mandat. Ça, c'est louche. Ça augure mal. Demande un troisième mandat et réélu en 2011. Rejoue dans la Constitution pour pouvoir être élu une troisième fois, gagne, et là, il gagne avec des pourcentages de plus en plus staliniens, là, on pourrait dire. Bon, bref, et au fil de ces années-là, la relation avec l'Église s'est détériorée, et le point de bascule, Simon, je dirais, c'est en 2018, où il y a eu des manifestations populaires contre des réformes sociales que voulait faire Ortega, et là, l'armée, la garde nationale s'est mise à tirer sur les manifestants à bout portant. On estime entre 200 et 300 décès. L'Église a servi de sanctuaire, de refuge à bien des opposants au régime. Et là, à ce moment-là, le régime s'est mis à traquer des prêtres, à emprisonner, à museler des médias catholiques. Hein. Le verbe média ne pourrait pas exister au Nicaragua aujourd'hui. D'une certaine manière, l'Église est peut-être la seule institution organisée qui peut être un contre-pouvoir au gouvernement. Avant d'être un contre-pouvoir, elle a tenté pendant quelques années d'être un médiateur entre les factions. Et tant bien que mal, a essayé de jouer ce rôle-là. Aujourd'hui, clairement perçu comme un opposant.
à Daniel Ortega. Et d'ailleurs, c'est ça, la plus récente saga, là, ça a été l'emprisonnement d'un évêque, même d'un deuxième plus récemment. Évêque qui a été condamné à 26 ans de prison. Il y a eu des négociations avec le Vatican qui ont permis de libérer cet évêque-là, en fait, de le libérer, mais de l'extrader, l'envoyer, entre guillemets, il a d'abord force. refusé. Hein. Il voulait rester avec son peuple en prison. Ouais. C'est assez héroïque de sa part. Tout à fait. Et ce refus-là était lié au fait que Ortega voulait l'envoyer aux États-Unis parce qu'il disait que l'Église catholique était à la solde des Américains. C'est une rhétorique assez habituelle. Oui, anti-impérialiste, classique. Mais lui, il a dit non, j'ai pas rapport ça n'a pas rapport avec ça. Et là, j'imagine que d'être extradé à Rome, pour lui, ça avait plus de sens. Là. Il avait moins l'impression de trahir son peuple. En terminant, Antoine, est-ce que tu vois de l'espoir à l'horizon pour les chrétiens du Nicaragua ou selon toi, au contraire, le pire est à venir? Ça augure assez mal, Simon, parce que ce régime-là, dictatorial, il faut le nommer comme tel, est très bien installé, même si le président a 78 ans, il ne montre pas beaucoup de signes de faiblesse. Son pouvoir, en fait, il a réussi à vraiment... démanteler l'opposition, emprisonner les opposants, museler les autres. Et toute sa famille, hein, c'est malheureux, là, mais toute sa famille est très impliquée. 8 de ses 9 enfants sont très proches du pouvoir, donc pourront facilement prendre la relève là, dès qu'il montrera de la faiblesse. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai comme l'impression de retourner en arrière. On dirait qu'on retourne à une époque justement de dictature grossière où on veut assassiner la population, tuer les prêtres. On est loin du pluralisme et de l'ouverture qu'on peut prêter au modernisme que l'Amérique latine est supposée, dans laquelle elle est supposée entrer en ce moment. Je pense qu'il y a eu une période relativement courte dans l'histoire politique récente, disons de la fin des années, durant les années 90, années 2000, où on s'imaginait que la démocratie libérale telle que nous la connaissions était l'aboutissement d'un parcours historique, puis qu'il n'y aurait pas de fin à ça. J'étais un peu naïf. Je pense qu'il y avait déjà à l'époque de bonnes raisons de penser que cette idée-là était fausse, et les faits depuis ne cessent de le démontrer. Là. Je pense qu'il faut regarder aussi la situation dans chacun des pays d'Amérique latine. C'est pas un gros bloc monolithique. Ça va pas très bien au Venezuela non plus. Non plus, mais il y a des pays où c'est plus calme, où c'est plus tranquille. Mais pour terminer, Simon, si tu le permets, là, je pense que un des seuls espoirs là, du peuple nicaraguayen, ou des chrétiens plus spécialement, ils comptent assurément sur la prière de l'Église universelle, parce que leur rang là, dans les pays les plus persécutés est passé du 50e à la 30e position. Donc, ils deviennent là, dans les pays les plus persécutés où les chrétiens sont le plus persécutés dans le monde. Ils peuvent toujours se consoler en se rappelant que les martyrs sont des semences de chrétiens. Ce sera peut-être un renouveau de la foi dans leur pays sur une perspective à beaucoup plus long terme, évidemment. Antoine Malenfant, rédacteur en chef du magazine Le Verbe, merci. Bienvenue. C'est le moment de vous partager nos coups de cœur culturels de la semaine. Ariane, tu es tombée sous le charme d'un livre qui se propose de faire découvrir les fleurs du Québec à nos enfants. Oui, c'est Nos fleurs de Anaïs Barbeau-Lavalette et Mathilde 5 Mars. Un très, très bel ouvrage. Les illustrations sont splendides, les textes très poétiques. C'est une deuxième collaboration pour ces deux auteurs. Ils avaient déjà fait Nos héroïnes en 2018. C'est assez différent. Nos héroïnes voulaient faire découvrir des femmes du Québec avec une fiabilité historique plus ou moins valide, on va dire. Nos fleurs, c'est beaucoup plus un temps d'arrêt, en fait, vraiment. C'est pas du tout apprendre par cœur des noms de fleurs, les reconnaître, de la taxonomie pour bien paraître en société. Non, c'est vraiment... Est-ce que c'est scientifique, biologique? C'est très poétique, je pense que... Contemplatif, c'est vraiment découvrir... Faire aimer les fleurs, faire aimer la flore québécoise, faire aimer aussi l'origine de leur nom, leur utilité, avec de très très belles illustrations. Et je vois que ce sont presque juste des femmes, en fait, qui sont illustrées avec les fleurs. Oui, c'est certain que les auteurs ont ont toujours eu une certaine sensibilité à montrer la féminité et l'importance de la féminité dans la culture québécoise. Et donc, ce sont des illustrations féminines, effectivement. Aussi parce que les fleurs, c'est un mot qui est féminin. Il y a énormément de fleurs qui ont des noms aussi, qui sont féminins, donc c'est facile de jouer là-dessus en poésie. J'aime aussi beaucoup le prologue
du livre. C'est une page toute simple qui explique en fait que pour aimer la nature, il faut savoir nommer ce qui la compose. Il est difficile de dire qu'on aime les gens en général, mais il est si facile de dire « j'aime Manoé, Ulysse, Mishka, j'aime ces personnes que je sais nommer. Et si je les aime, je veux les protéger. » Et elle fait un lien avec la nature. Et ça, je ne peux pas m'empêcher de faire un lien aussi avec la Genèse, où au début, le premier homme nomme les oiseaux, nomme les bêtes et tout. Et comme toute la nature existe indépendamment de nous, mais elle commence à exister vraiment pour nous quand on est capable de la nommer, de la différencier, de sortir de cette espèce de tableau flou finalement dans lequel on peut vivre au quotidien sans jamais observer la petite fleur qui pousse sur le trottoir et qui est là et qui vit en fait. Donc c'est vraiment un moment à s'offrir, je trouve. Ouais, elle fait de très belles illustrations. Je pense que c'est Mathilde 5 mars. Là. Oui. On les voit beaucoup, des illustrations aussi destinées aux enfants. Là. J'en ai plusieurs chez nous. On le mettra en lien, en commentaire de cette émission sur les plateformes YouTube et Facebook, comme à l'habitude. Ça s'appelle Les Fleurs, aux éditions Marchand de Feuilles, publié en 2023. Merci, Ariane. De rien. Antoine, de quoi allez-vous parler à l'émission On n'est pas du monde cette semaine? On va parler de leadership. On reçoit l'auteur assez prolifique, là, Alexandre Avard, qui nous a fait une visite un peu plus tôt. Et on a discuté avec lui. Là, et c'est intéressant parce qu'il démontre que les vertus rattachées au leadership, là, c'est des trucs qui remontent à l'Antiquité. Hein. Aristote avait réfléchi à ça et ça s'actualise aujourd'hui très bien. Disponible en format balado sur Spotify, YouTube, aussi Facebook et aussi évidemment pour les auditeurs de Radio-VM et de Sel et Lumière, On n'est pas du monde. Merci Antoine. On se laisse cette semaine sur la chanson Ensemble de l'acteur et auteur-compositeur-interprète franco-canadien, c'est long à dire ça, Alyosha Schneider, tiré de son plus récent album éponyme sorti l'automne dernier. N'oubliez pas que vous pouvez toujours nous donner un coup de main vraiment en vous abonnant à la page des Verbomoteurs, en likant, aimant, partageant, commentant cet épisode dans la jungle des algorithmes du web. Le moindre petit geste que vous faites pour nous suivre va nous aider à être davantage connus. Voilà, pour tous les détails, visitez leverbe.com/verbomoteur. Merci à Marianne Martin et Marie Laliberté à la réalisation technique. C'était Simon Lessard à l'animation. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode des Verbomoteurs. Rassembler nos souvenirs. Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble? Est-ce que ça suffit de s'attendre? Je voudrais partir maintenant, te retrouver, tu me manques tellement. Ça va? Oh, ça va? La mémoire écoute l'été cruel. Et les filles sont belles, et les filles sont belles. Les idées se trouvent, mais le corps se rappelle. Est-ce que tu te rappelles? Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble? Est-ce que ça suffit de rassembler nos souvenirs? Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble? Est-ce que ça suffit de s'attendre? Je voudrais partir maintenant, te retrouver, tu me manques tellement. Je voudrais partir maintenant, te retrouver, tu me manques tellement. Mais les filles sont belles,